1945. L'Empire britannique a fait bloc derrière la Grande-Bretagne pour combattre et gagner la Deuxième Guerre mondiale. Mais une fois retombée l'euphorie de la victoire, la nation se retrouve à bout de force, croulant sous le poids des restrictions et des dettes. Le prestige et les valeurs de l'Empire sont sur le déclin. Pourtant, les réflexes colonialistes restent les mêmes. La Grande-Bretagne et son empire doivent assumer leur héritage d'intolérance, de paternalisme et de préjugés. La majorité d'entre nous se sent blanche dans la tête, mais noire à l'intérieur. Nous ne sommes ni blancs ni noirs. Nous sommes un groupe d'individus isolés, perdus, tristes et déracinés. Viens et intègre-toi, c'est ce que vous dites. Mais comment venir? Qu'appréciez-vous dans ma culture? Mon pauvre trésor? Ils nous ont dit que l'Angleterre était le plus grand pays du monde. On est venu ici et à notre grande surprise, on a découvert qu'ils ne voulaient pas de nous. Le vieux concept de l'Empire nous semble intolérable aujourd'hui. Mais les colonies sont un héritage qui nous a été transmis et que nous ne pouvons tout simplement pas rejeter. « 1953, le couronnement de la reine Élisabeth II. Sa Majesté vient de passer sous l'arche. Elle fait son entrée sur la place et la foule l'accueille, comme seule une foule londonienne peut le faire. Bien qu'impérial dans sa symbolique et son faste, l'événement est le prologue à la création d'un nouveau Commonwealth multiracial. En 1950, l'Inde est devenue la première république non blanche du Commonwealth. Invité aux cérémonies du couronnement, le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru. Je pense que le développement du Commonwealth aura une portée très significative. Ce type d'association libre de pays qui nourrissent des intérêts différents, des points de vue différents et qui essaient de se comprendre est une très grande chose. Mais la vie est difficile dans l'Angleterre d'après-guerre. Les gens se battent pour reconstruire leur vie. Les logements et les emplois sont rares. On a encore recours aux rations de guerre. Dans une lettre adressée au Daily Worker, Mary Mullender écrit « Je suis toujours plus écœurée quand je vais faire mes courses. J'ai juste assez d'argent pour acheter le strict minimum. On devrait réduire les dépenses du couronnement et des forces armées. Pourquoi les ouvriers devraient-ils souffrir ? Promettez-vous et jurez-vous solennellement de gouverner les peuples du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Pakistan et de Ceylan, dans le respect de nos lois et de nos coutumes. Je promets solennellement d'agir de la sorte. À son couronnement, la reine, qui n'a plus le titre d'impératrice, reçoit celui de chef du Commonwealth.
De tous les pays du Commonwealth, les messages radio affluent pour féliciter la nouvelle reine. Je m'appelle Taj Jamel de Singapour. Du Nigeria, je vous félicite à l'occasion de votre couronnement. Des Caraïbes. Au nom de la jeunesse indienne, je vous prie de recevoir mes chaleureuses félicitations. Au nom des milliers d'Africains du Tanganyika, Félicitations et meilleurs vœux du peuple pakistanais. De Nouvelle-Zélande, Je vous parle de chez moi. Papa dit que c'est l'île la plus chaude du monde. Mais les fêtes du couronnement n'ont qu'un temps. Le peuple ne supporte plus les rigueurs de l'après-guerre. Il aspire à une vie meilleure et le Commonwealth blanc peut la lui offrir. papa m'emmène en Australie. Il dit que c'est l'endroit idéal pour m'aider à réussir dans la vie. vous aussi, vous pouvez aller en Australie pour 10 livres seulement. Des publicités australiennes incitent les ouvriers anglais à immigrer. Le continent sous-peuplé craint d'être envahi par ses voisins asiatiques. Les ouvriers anglais se voient offrir la traversée pour tout juste 10 livres. Le ministre australien de l'immigration, Arthur Calwell. J'ai l'espoir que, pour chaque immigrant étranger, il y en aura 10 qui viendront du Royaume-Uni. Ces millions de nouveaux citoyens repousseront nos frontières, favoriseront l'expansion de notre industrie et nous aideront à créer une puissante nation. Des milliers de Britanniques désenchantés s'inscrivent au programme du voyage à 10 livres. Un ouvrier fondeur du pays de Galles témoigne. J'ai décidé d'agir. Je ne travaille que 44 heures par semaine actuellement, sans heures supplémentaires ni primes. J'arrive tout juste à joindre les deux bouts. Je suis encore jeune et je suis capable de travailler pendant encore 20 ans là-bas. Une jeune mère de famille de Newcastle. Les enfants auront de meilleures chances. Il n'y a pas de distinction de classe. L'accent n'entre pas en ligne de compte. La profession de leur mère et de leur père ne les empêchera pas de réussir, du moment qu'ils en ont les capacités. Pendant les 10 années qui suivent la fin de la guerre, plus de 500 000 citoyens britanniques émigrent en Australie et en Nouvelle-Zélande et plus de 400 000 au Canada. Un steward à bord du paquebot Asturias témoigne. C'est toujours déchirant d'observer les derniers adieux. On diffuse souvent de vieilles chansons sur les haut-parleurs et tout le monde pleure. Un grand nombre de passagers se rendent compte qu'ils ne reverront jamais les êtres aimés. C'est vraiment très loin, l'Australie. Albert Walker, originaire de Chesterfield, embarque pour Melbourne. J'ai posé un dernier regard sur l'Angleterre et j'étais au bord des larmes. J'ai pensé à toute sa beauté et à tous les merveilleux moments que j'ai vécus. J'ai brusquement pris conscience que je risquais de ne plus jamais la revoir. Ensuite, j'ai pensé à tous les avantages qui m'attendaient là-bas. Un nouveau pays, un nouvel emploi, de nouvelles connaissances, une nouvelle vie. Street, corner Sunshine Square. Comment avons-nous réussi, une jeune famille du Northumberland, à nous retrouver à bord de ce luxueux paquebot en route vers un continent lointain pour entamer une nouvelle vie? Cette décision d'émigrer d'Angleterre en Australie n'est pas facile à prendre.
Elle signifie quitter ses amis et sa famille, quitter le pays qui nous a vus naître. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Posez-moi la question dans 10 ans, quand les gamins auront fini l'école, et je vous le dirai. Ainsi parlait Matt Dickinson en route pour Melbourne. La majorité des navires affrétés pour transporter les immigrants sont de luxueux paquebots. Tout est gratuit à l'exception des boissons prises au bar et la traversée de 5 semaines vers l'Australie prend des allures de croisière d'agrément. Au passage de l'équateur, Matt Dickinson et sa famille ont droit à la cérémonie traditionnelle du baptême de la ligne. Les enfants étaient éblouis à la vue de la cour royale de Neptune et des pitreries de l'équipage et des passagers qui s'étaient montrés jusque-là plutôt réservés. Le spectacle des malabars écossais en soutien-gorge et de leurs petits bouts de femmes flottant dans d'immenses pantalons est hilarant. Les assistants de Neptune ont fait boire la tasse à tous mes gamins et je n'y ai pas échappé. Au bout de 5 longues semaines, ils arrivent dans leur nouvelle patrie. Marjorie Black raconte leur entrée dans le port de Sydney. Tout le monde retenait son souffle. Ma première vision de l'Australie. Le soleil brillait, le ciel était bleu, l'eau étincelait. La plupart de mes compagnons étaient impatients de descendre à terre, mais j'avais un peu peur. L'officier d'émigration qui les accompagne s'efforce de les rassurer. Il a fallu les persuader qu'ils n'allaient pas croiser des kangourous à tous les coins de rue. 2 vieilles dames étaient terrifiées à l'idée d'être accueillies à leur arrivée par des hordes d'aborigènes. J'ai eu un moment de désespoir en me disant que je n'arriverais jamais à me faire à cet endroit inconnu et que ce voyage était une erreur. À leur arrivée, les familles sont envoyées dans des centres d'hébergement aménagés par le gouvernement. Susan Jenkins, 17 ans, originaire de Londres, témoigne. Quand on est descendu du car devant le centre d'hébergement et qu'on a vu ces maisons, on a eu l'impression d'être arrivé dans une sorte de camp de concentration. Bienvenue en Australie. Il y avait aussi des gens qui parlaient avec un très fort accent australien. Ça ne me plaisait pas du tout. C'était un endroit sinistre. Je me suis demandé si je n'allais pas passer le restant de mes jours dans cette cabane en fer-blanc. Mais la plupart des familles des migrants trouvent rapidement à se loger dans les banlieues et commencent à chercher du travail. La demande en travailleurs manuels est forte. Dans le Northumberland, Matt Dickinson était épicier. En Australie, il est employé à la construction des chemins de fer. Vous n'imaginez pas le soulagement que m'apporte ce nouveau départ. J'ai encaissé ma première paye. Elle était de 19 livres et 6 pence pour une semaine. Mon dernier salaire en Angleterre s'élevait à 7 livres et 6 pence. Duncan Fisher, 19 ans, travaille dans une fonderie dans l'ouest de l'Australie. Mes collègues se montrent assez hostiles envers ceux qu'ils surnomment les Anglish. Ils disent des trucs comme « un bon Anglish est un Anglish mort », ce genre de choses. J'ai mis un certain temps à comprendre la façon dont leur esprit fonctionne. Le mot « bâtard » est un terme affectueux. Par exemple, « satané Anglish » ou « sacré roast beef » sont des insultes, mais « bâtard d'Anglish » ne l'est pas. L'Australie accueille 100 000 immigrés européens par an, mais refuse l'entrée de son territoire à pratiquement tous les demandeurs de couleur.
le gouvernement conduit la politique de ce que l'on appelle l'Australie blanche, qui s'exerce même au détriment des candidats originaires du Commonwealth. Comme l'indique le secrétaire australien à l'immigration Peter Hayden. Seuls les postulants qui peuvent être considérés comme étant d'origine européenne sont autorisés à s'installer en Australie. Les Australiens craignent les minorités qui pourraient former des colonies ethniques au sein de nos villes. La politique de l'Australie blanche rencontre une forte opposition en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth. Sally Shawn de Londres écrit dans une lettre au Times. L'Australie a tort d'interdire son entrée aux immigrants de couleur originaires des pays du Commonwealth. L'Inde est surpeuplée et au bord de la famine. Pourtant, quand l'Australie a besoin d'immigrants, elle va les chercher en Allemagne et en Grèce. Il y a quelques années, les Allemands étaient détestés dans le monde entier. Et aujourd'hui, ils sont accueillis à bras ouverts en Australie. Mais les aspirants à l'immigration ne sont pas les seuls à souffrir du concept de l'Australie blanche. Pendant plusieurs décennies, les peuples indigènes de l'Australie, les aborigènes, ont été victimes de discrimination raciale. On les a spoliés de leurs terres ancestrales et détruit leur mode de vie traditionnel. Robert Neville, commissaire aux affaires indigènes, écrit en 1937. Le problème finira par se résoudre de lui-même. Il y a beaucoup d'aborigènes de race pure. Ils n'ont pas de quoi se nourrir et ils sont décimés par leurs propres pratiques tribales. À mon avis, quoi que nous fassions, ils disparaîtront. La population de ces aborigènes prétendument pure race est rapidement dépassée par celle des métis. Les autorités prévoient qu'ils finiront tous par être absorbés dans la société blanche. Pendant 40 ans, le gouvernement poursuit une politique dite d'assimilation. Un grand nombre d'enfants identifiés comme étant d'origine mixte sont enlevés à leurs parents et placés dans des familles d'adoption blanches ou dans des missions chrétiennes et des orphelinats dirigés par les Blancs. Robert Neville, commissaire aux affaires indigènes. Nous avons le pouvoir d'enlever à sa mère n'importe quel enfant à n'importe quel stade de sa vie. Je n'ai aucun désir de séparer les familles, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte, indépendamment de l'aspect affectif. Nous devons éliminer les enfants métis. En 1949, Millicent est enlevée à sa famille. J'avais si peur. J'étais si malheureuse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais 4 ans. Ce soir-là, nous nous sommes endormis en pleurant. Ce devait être la dernière fois que je voyais mes parents. Dans les années 1960, des dizaines de milliers d'enfants, qu'ils soient considérés comme des pures races ou des métis, ont été placés dans des institutions pour subir le processus d'assimilation. Nombreux sont ceux qui ont été victimes de sévices, comme en témoigne Philip Prosser. Quoi que vous fassiez, c'était un péché et vous étiez punis. Ils vous frappaient avec tout ce qui leur tombait sous la main. On m'a accusé de quelque chose que je n'avais pas fait et j'ai reçu 6 coups de canne sur les bras avant d'être fouetté des épaules jusqu'aux jambes. Leur seule contribution à notre avenir a consisté à nous marquer de façon indélébile du sceau de la solitude, de la méfiance et de la haine. Des peurs que j'ai conservées pendant toute ma vie. À la fin de leur scolarité, de nombreux aborigènes sont victimes du chômage, de la dépression, de la dépendance à la drogue ou à l'alcool. Dans de nombreux cas, ils se verront à leur tour retirer la garde de leurs enfants.
En 1926, les Indiens Assiniboines manifestent dans les rues de Banff, dans les montagnes rocheuses. Les peuples indigènes du Canada sont eux aussi victimes de discrimination. L'Indien Assiniboine, Isaac, roule dans la boue. Quand nous avons cédé nos terres, nous avons abandonné nos droits. C'est pourquoi nous avons l'impression d'être emprisonnés avec toutes les lois et les règles des Blancs. Nous avons été élevés dans la liberté. Maintenant, nous nous sentons emprisonnés. Le Canada a obtenu son indépendance, mais à l'instar de l'Australie, il a hérité des préjugés de l'Empire britannique. Dans les années 1940, les Canadiens blancs commencent à affluer vers le nord du pays. Le gouvernement canadien encourage les tribus nomades d'Esquimaux, les Inuits, à s'installer dans de petits campements permanents. Dans un rapport sur la vie dans les camps, Henry Larson écrit « Les conditions de vie sont déplorables. La misère et la saleté minent lentement la santé de ces personnes et si on n'y met pas un frein, elles finiront par les exterminer. » L'Inuit Abbé Okpik. Nous autres Esquimaux ne sommes pas très nombreux, alors que les Blancs sont des millions, comme les moustiques. C'est une expérience unique et merveilleuse d'être un Esquimau. Nous sommes comme les oies des neiges. Si un Esquimau oublie la manière de vivre de son peuple, il n'est plus rien, juste un moustique parmi tant d'autres. Un résident de la population blanche de Frobisher Bay. C'est peut-être une culture vouée à disparaître, mais nous ne la remplaçons pas par quelque chose de valable. Nous avons fait toutes les erreurs commises dans les colonies britanniques, et même plus. Sur tout le territoire canadien, un grand nombre d'indigènes luttent pour leur survie. Un tiers d'entre eux dépend des prestations sociales. Ils ont un taux de mortalité infantile 2 fois plus élevé que celui de la moyenne nationale, et leur espérance de vie est l'une des plus faibles au monde. Pendant 30 ans, les peuples indigènes de l'Empire vont lutter contre l'héritage du racisme. Le chef Dan George du peuple des Coast Salish. Savez-vous ce que c'est que de sentir sa race écrasée? À quoi cela ressemble-t-il de n'avoir aucun orgueil de sa propre race? Mais je vais vous le dire. On ne fait aucun cas du lendemain. Car qu'est-ce que demain? On est dans une réserve, c'est-à-dire dans une sorte de décharge publique, parce qu'on a perdu dans son âme tout sentiment du beau. Viens et intègre-toi, c'est ce que vous dites. Mais comment venir? Qu'appréciez-vous dans ma culture? Mon pauvre trésor? Vous nous dites de nous intégrer. Mais comment pourrais-je le faire? Qu'y a-t-il dans ma culture qui ait de la valeur à vos yeux? À la fin des années 1950, le nationalisme noir affaiblit l'emprise de la Grande-Bretagne sur ses colonies africaines. En Rhodésie du Sud, le pouvoir est aux mains des colons blancs. Ils sont décidés à préserver l'héritage de leur père fondateur, Cecil Rhodes. Hamish Usher, un fermier blanc. Cecil Rhodes était un visionnaire. Une voix intérieure lui a commandé de construire un grand pays ici, dans une région qui était autrefois abandonnée à la sauvagerie. Mon arrière-grand-père a contribué à l'exploitation de la forêt vierge. Le silence séculaire a enfin été brisé par les bruits de la civilisation. Par le son de la hache et du marteau,
et le rythme des locomotives à vapeur. « 220 000 Rhodésiens blancs gouvernent alors 4 millions d'Africains. Les fermiers blancs possèdent 70% des meilleures terres en ne laissant à la majorité africaine que quelques petites parcelles stériles. Aguelo, George Ndenze. Le traitement infligé aux Noirs par les Blancs est la cause de tous les troubles actuels. Les Européens disposent d'une main-d'œuvre indigène bon marché qu'ils exploitent aux dépens du développement de l'Afrique. L'homme blanc nous a privés de tous nos droits dans le pays qui nous a vus naître. Notre situation est pitoyable. Pendant les années 1960, l'Afrique est balayée par une vague de nationalisme. Mais craignant qu'elle ne subisse l'influence raciste de l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne refuse d'accorder son indépendance à la Rhodésie du Sud tant que le gouvernement blanc de Ian Smith ne s'ouvre pas à la majorité noire. Les partisans de Smith sont furieux. Je suis profondément convaincu que le gouvernement britannique nous a laissé tomber. Et pour moi, il est au-dessous de tout. J'estime que c'est un scandale et j'ai terriblement honte d'être né en Angleterre. Ils auraient pu consolider l'Empire et il semble s'être fait un point d'honneur à le détruire. L'Africain de base n'est absolument pas en position de diriger un gouvernement. Les Africains ne se sont pas montrés capables d'effectuer quoi que ce soit dans un quelconque domaine. Comment se fait-il qu'en Grande-Bretagne, on ait l'air de croire que la seule chose que les Africains soient capables d'accomplir, c'est de gouverner ? En janvier 1964, Henry Hart écrit dans une lettre adressée au Rhodesian Herald. Je ne sais pas ce qu'attend M. Smith. L'Angleterre s'est toujours montrée perfide dans ses négociations. Si M. Smith décide de proclamer l'indépendance, nous serons tous derrière lui. Vous écoutez la Rhodesian Broadcasting Corporation. Au micro, le Premier ministre de la Rhodésie. Le 11 novembre 1965, Ian Smith déclare unilatéralement l'indépendance de la Rhodésie. Nous sommes la première nation occidentale en 20 ans à avoir le courage de dire « ça suffit comme ça ». Dieu vous bénisse. La Rhodésie mène une politique similaire à celle de l'apartheid d'Afrique du Sud. La Grande-Bretagne a cédé le pouvoir aux nationalistes blancs dans sa dernière colonie africaine. Pendant les 15 années qui suivent, la Rhodésie est en proie à une terrible guerre civile. L'armée rhodésienne de Ian Smith affronte deux groupes de nationalistes africains. En 1972, des manifestants se rebellent contre la politique raciste du gouvernement. Le chef de la guérilla ZANU, soutenu par le bloc communiste, Robert Mugabe. Notre objectif est la liquidation de l'impérialisme et du colonialisme. Par la lutte armée, nous instaurerons un État démocratique. La bataille fait rage dans les campagnes et les civils sont pris entre les tirs croisés des belligérants. Un villageois africain. Si nous dénonçons les terroristes, ils viennent nous tuer. Si nous ne les dénonçons pas, les soldats viennent nous torturer. Nous ne savons plus quoi faire. Un soldat de l'armée rhodésienne qui patrouille dans un village soupçonné d'abriter des membres de la guérilla. Vous allez dans un village, juste après qu'un de vos camarades s'est fait tuer, et vous n'allez pas bien.
Là, les gens vous racontent qu'ils n'ont jamais vu ou entendu parler d'un terroriste. Alors vous les tabassez. On va emmener cet homme pour l'interroger, mais on ne lui fera pas de mal. Reçu? Des atrocités sont commises dans les deux camps. 30 000 civils africains sont tués. Les Rhodésiens blancs sont eux aussi victimes des hostilités. 48 000 d'entre eux décident de fuir le pays. La plus grande partie s'installe en Afrique du Sud. En avril 1980, la guerre est terminée. Le parti de Robert Mugabe, la ZANU-PF, remporte les premières élections législatives multiraciales du pays. L'Empire britannique n'a plus de colonies en Afrique. En tant que chef du Zimbabwe indépendant, Mugabe tend la main de l'amitié aux centaines de milliers de Blancs qui décident de rester. L'oppression et le racisme ne doivent plus jamais influencer notre système politique et social. Rien ne justifie que, sous prétexte que les Blancs nous opprimaient hier, quand ils étaient au pouvoir, les Noirs les oppriment à leur tour, aujourd'hui. Vive notre indépendance! London is the place for me. London, this lovely city. Tandis que des milliers d'Anglais quittent la mère patrie pour le Commonwealth blanc, le gouvernement britannique invite les travailleurs des Caraïbes à venir soutenir la reconstruction économique du pays. En 1962, on estime à plus de 250 000 le nombre de ressortissants antillais qui ont émigré en Grande-Bretagne, attirés par la promesse d'un emploi et d'une vie meilleure. La poétesse jamaïcaine Louise Bennett. Quelle merveilleuse nouvelle, Miss Matty. J'ai l'impression que mon cœur s'emballe. Voilà que les Jamaïcains colonisent l'Angleterre à leur tour. Ils arrivent en masse de la Jamaïque. Tout le monde a l'intention de trouver un travail bien payé et de s'installer dans la mère patrie. To live in London, you are really comfortable. Because the English people are very much sociable. Mais la politique gouvernementale de la porte ouverte réveille les préjugés raciaux de la population anglaise. Le journaliste du Kingston Star, Richard West. À la gare de Waterloo, samedi après-midi, un policier regarde les centaines d'Antillais qui descendent du train-ferry. « Eh bien, ce sont les derniers », dit-il avec un sourire satisfait. Mais son ami chauffeur de taxi lui répond « C'est trop tard, vieux. Ils ont déjà envahi le pays. » Colin J. Mott de la Barbade arrive à Londres. Les Anglais sont malins. Ils ont fait tourner leur empire en abusant de notre confiance. Ils nous ont donné une éducation anglaise. Ils nous ont dit que l'Angleterre était le plus grand pays du monde. On est venu ici, et à notre grande surprise, on a découvert qu'ils ne voulaient pas de nous. Les citoyens anglais se sont battus pour reconstruire leur vie après la guerre. Ils n'apprécient pas le flot grandissant d'immigrés de couleur. La classe ouvrière anglaise se bat depuis 70 ans et plus pour se hisser à un niveau de vie correct. Maintenant, les voilà qui arrivent et qui récoltent le fruit de tous nos efforts. Une propriétaire à Salford. Je ne prends pas de noir. Je suis désolée pour les Moricots, sincèrement. Mais je sais que mes voisins diraient « Regardez-moi cette femme, elle est vraiment descendue bien bas. » La plupart des émigrants se voient offrir des emplois subalternes qui ne tiennent aucun compte de leur formation ou de leurs compétences. Ils veulent que nous travaillions, mais pas n'importe où. Regardez tous les Antillais qui travaillent dans les transports londoniens.
Quand je me promène dans la ville de Londres, je ne vois pas d'hommes de couleur employés dans une banque ou dans la police. On ne peut pas trouver d'emploi correct, le genre d'emploi qu'on est capable d'occuper. Il faut prendre ce qu'on trouve, ce que les autres ne veulent pas faire. Les activistes antillais militent contre la montée du racisme. Claudia Jones, de Trinidad. Si on jetait tous les gens de couleur à la mer, on ne résoudrait pas pour autant les problèmes de logement et d'emploi. Une des raisons qui explique les préjugés raciaux de ce pays, c'est que la Grande-Bretagne est un empire. Mais les gens de couleur demandent maintenant leur liberté et s'attendent à être traités en égaux. En 1962, le gouvernement conservateur vote un projet de loi, le Commonwealth Immigrants Act, qui restreint l'entrée des ressortissants de l'Empire en Grande-Bretagne. Les Antillais le surnomment le projet de loi anti-couleur. Une majorité de citoyens anglais blancs est atterrée. Est-ce vraiment la meilleure des méthodes d'intégration? Que ressentent les immigrants qui sont déjà installés ici quand ils s'entendent dire « Oui, vous pouvez rester, mais nous ne voulons plus d'autres individus de votre espèce ». Cette politique va entraîner le désastre social qu'elle cherche précisément à éviter. La peur, c'est ce qui fait le plus de ravages. La peur et l'ignorance. L'hostilité envers la population anglaise de couleur ne cesse de s'amplifier. Des imbéciles intelligents, voilà ce que vous êtes. Vous avez peur de la couleur de ma peau. Que voulez-vous que j'y fasse? En 1968, l'arrivée de milliers d'émigrés dits asiatiques, parmi lesquels un grand nombre d'expulsés de l'ancienne colonie du Kenya, pousse le gouvernement travailliste à promulguer un deuxième Commonwealth Immigrants Act. Certains estiment cependant que le contrôle de l'immigration n'est pas assez strict. Dans un discours prononcé à Birmingham, le député conservateur Enoch Powell. Dans 15 à 20 ans, ce pays abritera 3,5 millions d'immigrants des pays du Commonwealth. Des régions entières seront occupées par la population d'immigrants. C'est comme si la nation s'activait fébrilement à construire son propre bûcher funéraire. J'ai un terrible pressentiment. Comme les Romains, j'ai l'impression de voir le Tibre charrier des flots de sang. Powell est renvoyé du cabinet fantôme conservateur après son discours. Mais un sondage national montre que 74% de la population est d'accord avec lui. Je trouve monstrueux que cet homme ait été viré du cabinet fantôme pour avoir dit la vérité. Si nous n'obtenons pas une interdiction totale de l'immigration, nous demandons que tous les immigrés de couleur soient renvoyés dans leur pays d'origine. J'aime mon pays et je ne veux pas le voir dépérir à cause de toutes ces inepties. Oscar Hahn du comité de lutte contre la discrimination raciale du West Midlands. Si M. Powell veut dire à plus d'1 million de citoyens de ce pays qu'à cause de leur couleur, ils ne sont pas les bienvenus ici, c'est un acte de brutalité dont ce pays ne se remettra jamais. Au cours des années 1970, un grand nombre d'immigrants du Commonwealth se trouvent de plus en plus isolés au sein de la société britannique. Rampal, un ouvrier d'origine indienne. Je me demande souvent dans mon cœur pourquoi les Anglais ne se voient pas comme des gens de couleur. Mes compatriotes se verront comme des Indiens et vivront comme des Indiens, parce que du moment que leur couleur n'est pas blanche, les Anglais ne les considéreront pas comme des citoyens britanniques. « 1997. Au bout de 155 ans, la Grande-Bretagne rend Hong Kong à la Chine. À présent, ce sont les habitants de Hong Kong qui vont diriger Hong Kong. C'est une promesse
Et c'est un destin inébranlable. À minuit, le drapeau de l'Union Jack est descendu pour la dernière fois. Dans le Daily Mail, Alan Massey écrit « Maintenant, c'est vraiment la fin. Il se peut qu'il reste quelques îlots, trop petits ou trop pauvres pour survivre seuls, colorés en rose sur la carte du monde. Mais avec le retour de Hong Kong à la Chine, les lumières de l'Empire se sont éteintes. Quel héritage laisse-t-il ? Le XXe siècle a vu l'Empire britannique atteindre l'apogée de sa puissance. Mais 2 guerres mondiales ont affaibli son pouvoir. En l'espace de tout juste 20 ans, la plupart des pays de l'Empire ont été rendus à leur population d'origine. Nombreux sont les serviteurs de l'Empire qui sont fiers de l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. John Alexander est la femme d'un diplomate qui a vécu pendant 10 ans en Afrique. Je connaissais l'image traditionnelle des vieux colonisateurs imbibés de gin, mais ce n'était pas du tout comme ça. Je pense sincèrement que nous accomplissions quelque chose. Nous avions l'impression d'apporter notre contribution au pays. La génération montante devrait rechercher ces hommes et ces femmes qui ont vécu aux colonies, car ils ont une histoire intéressante à raconter. Et parce que cela leur plaise ou non, ils ont défendu les couleurs de leur pays et accompli leur devoir. L'instruction, la technologie, le sport, le système juridique et la démocratie sont tous les éléments positifs de l'héritage de l'Empire. Les pays du Commonwealth qui opprimaient autrefois leurs tribus indigènes s'efforcent de réparer les torts du passé. En 1992, le Premier ministre de l'Australie, Paul Keating, reconnaissait les souffrances des aborigènes. Nous avons pris les terres traditionnelles et détruit la vie traditionnelle. Nous avons apporté les maladies et l'alcool. Nous avons commis les meurtres. Nous avons enlevé les enfants à leur mère. Nous avons pratiqué la discrimination et la ségrégation. C'était notre ignorance et nos préjugés. Les éléments négatifs de l'héritage de l'Empire britannique continuent à gâcher la vie de nombreux habitants des anciennes colonies. En 1947, la Grande-Bretagne a perdu la plus grande de ses colonies, l'Inde. Amitabh Pal. Le dernier acte des Britanniques, avant de céder leur pouvoir colonial, a consisté à diviser l'Inde. Le résultat a été une catastrophe humanitaire. L'Inde et le Pakistan indépendants doivent s'accommoder du legs de la scission. En janvier 2002, la population est à nouveau contrainte de fuir, tandis que l'Inde et le Pakistan se battent pour la possession du Cachemire. Le journaliste anglais Peter Preston. Le temps semble s'être arrêté il y a un demi-siècle pour New Delhi et Islamabad. Seules les têtes nucléaires de leurs arsenaux appartiennent au présent. La guerre du Cachemire est le conflit le plus futile du monde. 50 ans plus tard, la pagaille que nous autres Britanniques avons laissée derrière nous revient nous hanter. Vingt ans après l'indépendance de la Rhodésie, Robert Mugabe mène une politique de répression à la tête du gouvernement du Zimbabwe.
Ces soi-disant vétérans de guerre, d'anciens guérilleros de la guerre d'indépendance de 1970, s'emparent des terres des fermiers blancs. Cette terre est la nôtre. Nous ne faisons pas partie de l'Empire britannique. Nous ne sommes pas une extension de la Grande-Bretagne. Alors, Monsieur Blair, bas les pattes, s'il vous plaît. L'exploitante agricole Katie Buckle en mars 2000. Des dizaines de fermes ont été envahies par des foules d'hommes brandissant des haches et des bâtons qui hurlaient et chantaient en revendiquant la terre. Nous resterons ici jusqu'à la mort. Ma première réaction a été de partir, d'évacuer la ferme. Mais comment peut-on prendre la décision de quitter son mode de vie, sa maison, tout ce pour quoi on a travaillé, tous les gens qui dépendent de nous ? En 2002, environ 95% des propriétés des fermiers blancs ont été saisies par les forces de Mugabe. Mais c'est en Grande-Bretagne que l'héritage de l'Empire est le plus visible. En 50 ans, le pays a totalement changé de visage. La société multiculturelle anglaise accueille des peuples, des cultures et des religions de tous les anciens territoires de l'Empire. Il arrive pourtant que cette diversité suscite des tensions raciales. Au cours de l'été 2001, de violentes émeutes raciales opposant des Blancs et des Asiatiques ont enflammé les villes du nord de l'Angleterre. À Bradford, Manawar Jan Khan. L'Empire s'est retiré du sous-continent indien. Mais dans nos rues, les saïbs blancs continuent à prendre les décisions. Nous sommes la nouvelle génération d'Asiatiques. Des citoyens britanniques nés et élevés dans la liberté, débarrassés des chaînes du colonialisme, et qui aspirent à être traités de façon juste et équitable. Aujourd'hui, les citoyens britanniques blancs, noirs et asiatiques sont à la recherche d'une nouvelle identité nationale au sein de l'Europe. Les préjugés de l'impérialisme finissent enfin par disparaître. Tapan Raechoduri, professeur à l'université d'Oxford. Bien sûr, il y a des problèmes quand des individus de cultures très différentes doivent vivre ensemble. Le contexte était très différent il y a 50 ans. Mais le problème actuel résulte plus des restrictions économiques que de l'intolérance et du sectarisme culturel. D'après mon expérience personnelle, c'est la société la plus tolérante au monde. Je suis profondément optimiste quant à l'avenir d'une Grande-Bretagne multiculturelle.